Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce podcast, le Transistor. Dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent leur sujet. Moi, c'est John, aussi dit genderfluid, artiste drag queer, entre autres choses. Pour cet épisode, je suis avec Lucie, qui va nous parler du sujet qu'elle a choisi. La thérapie après des violences sexuelles par l'escrime. Je la remercie de nous accueillir chez elle pour cette émission dans laquelle on parlera notamment de violences sexuelles, du sentiment d'illégitimité chez les victimes, de la façon dont se déroule cette thérapie, de l'énergie meurtrière et de bien d'autres choses encore. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de l'escrime comme outil thérapeutique après des violences sexuelles. Moi, j'accueille Lucie aujourd'hui pour parler de ce sujet. Bonjour Lucie. Bonjour. Je vais te poser une première question, c'est quels sont tes pronoms et tes accords ? Oui, elle et accord au féminin. Ok. Je vais aussi te demander quel est ton positionnement social. Donc le positionnement social, ça englobe énormément de choses. Par exemple, moi, je suis une personne blanche, je suis plutôt précaire, j'ai des neuroatypies, je suis transgenre. Enfin voilà, ça peut être pas mal de choses. Écoute, je suis une femme cisgenre, blanche, issue du milieu classe populaire. Voilà. Ok, très bien. Je pose une question extrêmement difficile qui est: qui es-tu ? Qui je suis ? Oui. Comment tu te définis ? Je suis quelqu'un qui aime la vie et qui aime le mouvement. Ok. J'aime bien le mouvement du corps, j'aime le mouvement de la pensée, le mouvement entre deux personnes, dans la rencontre, dans l'échange. Ok. Je crois que c'est ça que je préfère. Après, de manière plus terre à terre, je pourrais dire que je suis prof, que j'ai 30 ans, que j'habite la région de Lyon. Okay. Mais je sais pas, je trouve ça moins poétique, tu vois. Je vois. Je vais parler un peu de notre rencontre. On s'est rencontrés il y a fort longtemps. Je dirais qu'on avait 6 ans. Ouais. 6-7 ans. 6-7 ans, ouais. C'est ça. Ouais. Et alors, par contre, je me rappelle plus du moment en particulier où on s'est rencontrés. Je sais pas si c'était les fameuses semaines qu'on passait au ski avec tous les copains-copines des parents. Ouais. Ou si c'est un événement à une soirée chez toi. En tout cas, t'as pas une scène en particulier en tête. Non. Non, pas du tout. Non. Faudrait demander à nos mamans. Aux parents, ouais. Ouais, c'est vrai. Ma mère, il y a peu de chances qu'elle s'en rappelle. Ouais, c'est une bonne question. Ok. Est-ce que tu te considères comme une personne queer ? Et pourquoi ? Non, parce que je suis bien dans le genre qui m'a été assigné. Pour autant, je considère quand même que le genre est grandement une construction sociale et que ça devient du coup une question politique. Ok. Mais pour autant, je me considère pas comme une personne queer. Ouais. Ok. Ce serait quoi ton rapport à l'art en quelques mots ? J'aurais dû lire tes questions avant. Mon rapport à l'art. Écoute, je sais pas, moi tu me dis art, je pense à deux choses. Je pense au beau et à l'engagement. Moi, ce que j'aime et ce qui me touche dans l'art, c'est toute la représentation du beau. Donc, je sais pas, moi, un beau tableau, une belle musique, quelque chose qui te touche, quoi. Et en même temps, pour moi, l'art se doit d'être engagé. Ok. Que ce soit la littérature, encore une fois, toutes les formes d'art, quoi, le cinéma, tout. Et qu'est-ce que tu entends par engagement ? Défendre des valeurs, des combats. Ok. Et surtout aujourd'hui, il y en a besoin. Et qu'est-ce que tu entends par beau ? Bonne question. Bonne question. Je crois que c'est ce qui me touche. Ok. C'est ce qui me fait quelque chose, quoi. Ce qui te fait l'effet d'un petit fondant au chocolat dans le cœur, quoi, tu vois. Ok. Ce qui te remue un peu. Ouais, exactement. Ok. Très bien. Maintenant, on va parler du sujet qui nous intéresse. Déjà, pourquoi ce sujet ? Pourquoi le sujet de l'escrime comme outil thérapeutique ? C'est marrant, j'en avais parlé avec une copine que j'ai rencontrée donc, dans ces ateliers-là. Et on se disait, putain, ça gagnerait à être connu.
Et on avait pensé comme moyen pour faire connaître ça un podcast. Ok. Parce que c'est un outil que les gens utilisent vachement aujourd'hui. Et sur ces thématiques-là notamment, tu vois. Et puis bon, on avait dit ça comme ça, mais il n'y avait pas spécialement eu d'occasion. Et donc du coup, quand tu m'as dit que tu te lançais dans le podcast, je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'en profiter et de partager ça quoi, avec les gens. Que ce soit que les gens juste aient la connaissance de ça, ou surtout pour des personnes qui pourraient être victimes de violences sexuelles, si elles le souhaitent, pouvoir s'orienter vers ce parcours-là. Ok. Oui, donc ça faisait vraiment sens pour toi par rapport au fait que vous en aviez même carrément parlé, quoi. Oui, c'est rigolo, oui, au final. Et puis c'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans ce parcours, j'avais très peu d'infos. Ok. C'est pas si connu, c'est pas si vieux non plus. Oui, moi je connaissais absolument pas quand tu m'en as parlé. La plupart des gens connaissent pas, je pense. Et du coup, c'est pas forcément évident d'avoir de la doc, des témoignages et tout. Et puis bon, tout le monde ne parle pas de ça. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui est super intime, qui est super difficile aussi. Ouais. Et du coup, je pense qu'avant même de commencer le travail thérapeutique, j'aurais bien aimé avoir plus de sources d'infos. Ok. Ça t'a surpris quand on t'a... Déjà, comment t'as entendu parler de ça ? Parce que donc, c'était au moment où j'allais vraiment trop mal, parce qu'il y a tout qui me revenait, toutes les violences que j'avais subies, il faut que j'arrête de dire vécu, c'est subi, qui me revenaient dans la tête. Et donc, du coup, un peu désespérément, je cherchais sur Internet des aides, des assos, des personnes, des assos, des outils, des livres. Et du coup, je tombe sur le site SVS, Stop aux violences sexuelles. Okay. Et en fait, c'est dans leur site que j'ai découvert qu'ils mettaient en place cet atelier-là. Okay. Donc, la thérapie par l'escrime. Et du coup, ils avaient aussi une liste de psy formés aux violences sexuelles. Donc, du coup, moi, j'ai contacté une psy de cette liste-là. Et je m'étais dit, de toute façon, ce programme ne me sera pas proposé parce que c'est pas si grave. Tu sais, la fameuse non-légitimité des victimes. Non, mais il y a pire. Voilà. C'était pas un inconnu dans une rue. Il m'a pas frappé jusqu'au sang. Ben, voilà. Et puis, en fait, quand je suis allée la rencontrer, elle m'a très vite proposé ce programme. Sans que t'en parles ? Sans que j'en parle. Et elle m'a dit, et donc ce à quoi je lui ai dit, mais je pensais justement que c'était pas pour moi. Et elle m'a dit, mais pourquoi ça ? Et du coup, c'est comme ça que elle m'a mis en lien avec ce dispositif-là. Ok. Et t'étais suivie avant ça ? J'ai fait des thérapies. Je crois que j'ai fait 2 thérapies avant ça avec d'autres personnes différentes. Mais on n'avait jamais vraiment parlé de ça. Ok. Ou de très très loin, et je fermais vite la porte. Je pense que j'étais pas prête. Ok. Ou alors pas sans confiance avec les personnes aussi. Un peu tout ça. Donc là, c'était la première fois que je faisais une thérapie sur ce thème-là. Ok. Vraiment. Même si au final, ce que je pouvais travailler en thérapie avant était sûrement lié à ça. Mais des conséquences peut-être. C'est ça, ouais, c'est ça, les conséquences et symptômes de ça, ouais. Ok. Comment t'es entrée du coup dans ce programme après que ta psy t'en ait parlé ? Comment ça se passe ? Du coup, le programme, il est sur une année scolaire, donc c'est de septembre à juin, et ça va être un atelier par mois. Et cet atelier-là, pour ce qui est de la région lyonnaise en tout cas, c'est un jeudi matin, de 8h à midi. Et quand j'ai commencé à voir ma psy, c'était février-mars. Donc du coup, le temps qu'on en parle, si tu veux, c'était un bon timing parce que je pouvais être intégrée à la session qui démarrait quelques mois après, en septembre. Donc du coup, c'est elle qui a contacté les gens, etc. et qui a fait que je m'inscrive. Après, on m'a donné des mails, machin, tu t'inscris, typique. Après, c'est un coût. De toute façon, se soigner thérapeutiquement en France, c'est pas... Ouais, ça, c'est un scandale, mais voilà, la situation est ce qu'elle est. Et du coup, ça représentait 100 € par mois, par séance, en fait, de 4 heures. Ce qui, en soi, quand tu vois le dispositif dans sa totalité, c'est pas si cher. Mais bon, 100 balles par mois, il y a plein de gens qui ne peuvent pas les sortir. Ouais. Alors, il prévoit quand même, SVS, une aide pour les gens qui sont plus précaires. Mais ça te revient, je crois, peut-être moitié prix, un truc comme ça. Mais bon, ça reste un budget. Sachant qu'en plus, de mémoire, il te demande d'avoir un suivi psy
Et à côté, carrément, ouais. T'es obligé d'être suivi par quelqu'un de la liste, justement, des psys formés par SVS aux violences sexuelles. Ouais. Ok. Donc ça représente, franchement, moi, cette année-là, elle m'a coûté du fric, quoi. Ouais. Vraiment. Hein. Ouais, c'est tout un budget. Et ça aussi, t'es en colère contre tes agresseurs, mais tu te dis, putain, en plus, c'est la victime qui doit se payer, qui doit se réparer toute seule et qui doit tout payer, quoi. Ouais. Et ça fout la haine. Vivent leur vie. Exactement. Ouais. Après, moi, voilà, j'ai une situation financière qui m'a permis de pouvoir le faire. C'est une chance. Je sais pas si des caisses de solidarité pourraient se mettre en place pour que des gens qui n'aient pas les moyens puissent quand même le faire. Enfin, bon, après, le SVS propose déjà une aide financière, mais bon. Et voilà, en tout cas, donc j'ai commencé en septembre. Que dire sur l'organisation ? Il y a 5 personnes qui encadrent. Alors avant ça, en termes d'organisation, c'est aussi, du coup, faut se libérer une matinée. Oui, carrément. Donc du coup, moi, j'avais vu avec ma direction, je suis enseignante, j'avais demandé à ce que... Bon, j'ai dit que j'ai un chef qui est top. C'est pas souvent qu'on peut dire ça, je me permets cette remarque. Et du coup, qui est très humain. Et je suis allée le voir et je lui ai dit clairement, en fait, pourquoi c'était. Parce que Ok. Et j'ai dit, voilà, il faudra que l'année prochaine, vous me garantissiez de ne pas bosser les jeudis matins, quoi. Donc, toi, tu avais cette possibilité d'être à temps plein, juste en ayant un aménagement d'emploi du temps. Ouais, c'est ça. Disons que mes heures de cours, elles étaient disposées sur les autres demi-journées, quoi. Ok. Et du coup, je pouvais avoir cette demi-journée-là. Mais dans les autres femmes du groupe, on était 10 femmes. T'en as qui posaient un arrêt de maladie, du coup, à chaque fois. T'en as qui pouvaient pas bosser parce que de toute façon, elles étaient trop mal à ce moment-là, liées à ça. T'en as une autre qui était prof aussi, qui avait pu faire comme moi. Enfin, après, il y a différents cas. Certaines qui étaient libérales et qui, du coup, s'organisaient. Sachant que sur place, t'as toujours lors des ateliers, il y avait toujours un médecin qui proposait de nous faire un arrêt de travail. Ok. Pour le jour où, même si besoin, on aurait pu avoir un arrêt de travail, je sais pas, quelques jours. Donc, potentiellement, il aurait pu poser des arrêts de travail pour toutes les séances. Ouais, exactement. Okay. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Après, c'est juste qu'avec ces histoires de jours de carence, parfois, bon... Oui. Tu t'y retrouves pas. Tu t'y retrouves pas, quoi. Mais en tout cas, on est protégé déjà là-dessus, oui. D'accord. Et donc, tu allais parler de l'organisation, effectivement. Dans une séance, comment ça se passe ? Qui est-ce que tu vois ? Enfin, raconte-nous un petit peu l'ensemble de tout ça. Du coup, il y a 5 personnes qui encadrent. On était 10 ou 11 inscrites, j'ai un doute, que entre femmes. Même s'ils essaient de mettre en place des ateliers pour des hommes qui ont été victimes. Okay. Mais c'est plus compliqué. Et je crois que justement, ça commençait à se faire. Je crois que l'année où j'y étais, moi, c'était la première année où ils le faisaient aussi pour les hommes. Ok. Et dans les 5 personnes qui encadrent... Attention à ne pas mettre ta main dans ta bouche. Dans les 5 personnes qui encadrent, tu as une personne qui organise la logistique, la communication. 2 psys, un kiné et la maître d'armes. Ok. Et voilà, c'est ça les 5. Et donc chaque atelier dure 4 heures. Et la première heure, en général, c'est une espèce de table ronde. On est dans le gymnase d'escrime, du coup, toute la séance se passe dans un gymnase prévu pour ça. Avant même de t'inscrire, avant même de commencer le premier atelier, tu donnes tes tailles pour qu'ils prévoient la tenue, que tu garderas toi après toute l'année. Okay. Tu la ramènes chez toi d'une séance à l'autre et tu la rends à la fin de l'année. Ok. Et du coup, la première heure, ouais, c'est ça, on était en rond et on allait faire des exercices, un échange de paroles, et c'était souvent des exercices, en fait, corporels ou d'échange, ou en binôme, en groupe, enfin, tu vois, ça variait. Ok. Après, il y avait 2 heures d'escrime, ok, où on allait faire plein d'exercices autour d'une thématique. Et la dernière heure, c'était un peu le bilan, retour au calme, éventuellement d'autres exercices aussi thérapeutiques. Et la présence du kiné, elle était cruciale parce que chacune de notre tour, si on avait des douleurs ou des choses, on allait le voir et il avait un moment avec nous pendant la séance. Donc je sais pas, moi dans l'année j'ai dû le voir 3-4 fois toute seule. C'était optionnel, c'était pas un passage chez le kiné à chaque non. séance. Après la première séance, il faisait en sorte de voir tout le monde, je crois. Ok. De mémoire, mais bon, ça date un petit peu, je pourrais dire des bêtises, mais je crois. Et en fait, chaque atelier, chaque séance s'articulait autour d'une thématique. Donc le premier atelier de septembre, c'était les limites. Le deuxième, c'était les bases.
je pourrais plus te dire, mais dans ceux qui m'ont marqué, il y avait protection, confiance, sécurité, et le dernier, liberté. Ok. Et donc c'est vraiment construit et pensé pour que ça nous permette de cheminer en suivant un ordre qui, d'un point de vue, enfin je sais pas moi, thérapeutique et se veut logique. Tu vas pas parler de liberté avant de parler des limites, quoi. Et enfin moi j'avais trouvé que c'était vraiment très bien foutu, quoi, très bien construit. Voilà pour le regard. Et les exercices, ils étaient menés par qui ? C'était soit par les deux psys, mais surtout une, c'était plus une qui était active, soit par la maître d'armes. Ok. Et voilà, oui. Et du coup, vous aviez pas de moment avec les psys en tête-à-tête ? Non, sauf si Ah bah oui, ça me rappelle... J'ai même pas mentionné un point qui est assez crucial, c'est qu'en fait, le but de ces ateliers, c'est l'idée qu'en fait, tu dois te débarrasser de ton énergie meurtrière. Ok. Je crois que je ne peux pas me tromper en disant que c'est SVS qui nomme ça comme ça. Okay. L'idée que quand on t'agresse, c'est un peu comme si le mal de ton agresseur est resté un peu en toi. Ok. Et ce mal, il peut être interprété de plein de façons différentes en fonction des gens, mais c'est vrai que c'est souvent beaucoup de colère, beaucoup de rage, une envie de vengeance, une envie de faire mal. Et l'idée, c'était que ces ateliers vont nous permettre de l'expulser, cette rage. Ok. Et du coup, il y a un moment, ou plusieurs moments même pour certaines, où notre colère, elle déborde, elle sort, et là, on va exploser, et on va avoir besoin d'évacuer. Et comment ça va se manifester ? Et ben, on va avoir besoin de taper, en fait, ça monte, quoi. Et donc là, souvent, celle à qui ça arrive, on la met un peu de côté, mais elle reste dans le gymnase. Ça, c'était important qu'elle reste dans l'espace avec tout le monde. Mais elle va se mettre dans un coin. La maître d'armes va venir avec elle, ainsi que là où le psy, ils étaient deux. Et là, après, on va discuter avec la personne qui est en colère. Et elle va sortir sa colère en escrimant, enfin, je sais pas comment on dit, mais avec son sabre, en fait, en tapant. Et donc, la maître d'armes va recevoir les coups. Ok. Et souvent, le psy ou la psy va parler, parfois se faire un peu l'avocat du diable, peut-être représenter l'agresseur, et pour justement nous amener à faire sortir. Et du coup, moi, je sais que pour ma part, j'ai parlé à ce moment-là, j'ai crié, et donc il y a vraiment tout un truc qui est sorti, et après, t'es flingué de fatigue, quoi. T'es vidé, totalement. Et c'était super. Je me permets de dire c'était beau, même si, mais, vu le contexte, c'est particulier, mais je me souviens que sur mon dernier coup, mon sabre s'est brisé. Ok. Et j'ai gardé d'ailleurs la moitié de la lame en souvenir. Ok. Mais c'était super symbolique pour moi. En plus, ça arrive au bon moment. Tu sais, ce serait arrivé en plein milieu, j'aurais été super frustrée, genre merde, non, je suis encore en colère. Mais là, je termine, tu vois, de dire ce que j'ai besoin de dire. Je mets cet ultime coup et putain, la lame se brise, quoi. C'était super fort. Et c'est dire à quel point on tape fort. On tape fort. Ouais. Et franchement, moi, j'avais pas l'impression de taper fort. En fait, je me dis, si on doit envoyer une sacrée force, une sacrée énergie à ce moment-là. Donc c'est vrai que le but aussi, il était là dans ces ateliers. Ok. Et pourquoi est-ce que l'escrime, c'est pertinent comme sport ? La différence avec d'autres sports de combat où il y aurait plus de corps à corps, c'est que là, tu es vraiment protégé à distance. Et du coup, quand on est victime des violences, souvent, tu vois, le corps, être trop proche d'un corps, ça peut ça peut être difficile. Donc là, tu as ce truc du j'ai mon armure en plus, j'ai ton casque. Mon casque, mon masque, je sais pas comment on appelle ça. Donc je suis protégée. Et la personne avec qui je vais faire de l'escrime, je peux projeter qui je veux sur elle. Et on va être assez en distance. On va pouvoir se toucher et porter les coups, mais on sera quand même en distance l'une de l'autre. Donc tu te sens en sécurité et tu peux projeter. Et en plus, il y a tout un vocabulaire dans l'escrime. Toucher, attaquer, en garde, les limites. D'ailleurs, le mot escrime. Enfin, tu vois, il y a au niveau du langage aussi, il est vachement intéressant pour ça, le sport. Donc c'était vraiment bien réfléchi sur pourquoi l'escrime et pas un autre sport de combat. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'escrime avant de... Non, effectivement pas du tout. On était d'ailleurs, je crois, toutes débutantes. Ok. Et
Et c'est marrant parce que quand je parlais à certains amis de ça, t'en as qui allaient me dire ah alors c'est sympa l'escrime. J'étais c'est pas vraiment un cours d'escrime quoi, l'escrime c'est vraiment un outil. Alors oui, à la fin t'as appris quand même 2-3 trucs, c'est vrai, t'as 2-3 bases, mais c'était pas le but quoi. C'était vraiment un outil et même si on n'est pas sportive, même si on n'a jamais fait de sport de combat, même si on sait pas manier une épée, on s'en fout quoi. On peut quand même y arriver haut la main. Ok. On en a déjà parlé du coup sur le en quoi ça consiste. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter là-dessus? Je réfléchis parce que c'est certain que j'ai oublié des choses, mais j'espère avoir dit le plus important. Après, ce qui était non, je verrai si attends, j'attends tes autres questions et je verrai si tu rajoutes quelque chose. Ok. Comment toi tu l'as vécu? Comment t'as vécu cette année-là? Comment t'as vécu la première séance? Comment t'as vécu le cheminement et la dernière séance? La première séance, elle était vraiment marquante. Parce que si tu veux, ça m'a fait l'effet. Je suis rentrée dans ce gymnase et c'était comme si je voyais les mots violence, viol, sang, colère, maltraitance. Je voyais tous ces mots écrits en gros, noir et rouge de partout. Et de se dire, je suis là pour ça. Je suis avec des gens qui savent que je suis là pour ça. Et je suis même avec des femmes qui sont là aussi pour ça. Quelles sont leurs histoires à elles? Donc tu as toute cette compassion. Je voyais ces femmes arriver les unes après les autres. Là, je me disais, putain, qu'est-ce qu'elles ont vécu, elles? Et ces gens qui sont là, tu as 5 personnes qui sont là pour toi, pour t'aider. Et du coup, ça te fait un ressenti... c'est à la fois super dur et à la fois super beau de te dire putain, il y a quelqu'un qui va vraiment m'aider, alors que souvent dans le cadre de violences sexuelles c'est minimisé, c'est tabou, on va même faire culpabiliser la victime, et là on te redonne peut-être toute ta place et toute ta légitimité. Mais pour autant c'était super violent de se dire je suis là pour ça, vraiment pour ça. Donc la première séance j'ai beaucoup pleuré. Je me souviens, alors on était assis en cercle, j'arrivais pas à m'arrêter quoi. C'était ultra intense. Dès le départ? Ah ouais, tout de suite. Je suis arrivée, peut-être t'avais toujours le petit thé d'accueil, un petit gâteau, mais je pleurais quoi. Et c'était le cas d'autres personnes? Ouais, carrément. T'en avais qui pleuraient beaucoup, t'en as qui pleuraient pas, qui affichaient au contraire une mine un petit peu distante. Des positionnements un peu différents. Et est-ce que vous parliez de vos histoires? Est-ce qu'à un moment donné, dans les cercles de parole, etc., il était évoqué, dit que vous deviez parler de vos histoires? Non. On n'en parlait jamais collectivement. Je dirais que j'ai par contre reçu des bribes. Je vais entendre telle fille dire cette phrase-là qui va me faire comprendre que... Dans quel contexte? Souvent quand c'était les sorties d'énergie meurtrière, ou si la personne elle était pas trop loin de nous et qu'elle parlait fort, qu'elle criait, là on pouvait entendre des trucs. Et parfois quand on faisait le journal de comment ça va en début de séance, là elle pouvait parfois laisser sous-entendre aussi des choses, mais c'est toujours très suggéré. Je pense que c'était bien comme ça, parce qu'on sait pas en plus comment les autres elles peuvent le recevoir. On est tellement vulnérables là dans ce moment-là. Par contre je suis devenue amie avec 2 filles, dont une qui est vraiment devenue une bonne amie que je vois encore aujourd'hui. Et là, on s'est raconté nos histoires. Et ça aussi, c'est dur. Parce que c'est... Enfin, de toute façon, c'est forcément des histoires affreuses. Y a pas de... Et ça fait... Ça met en colère, ça rend triste. Par empathie, du coup. Et après, comment j'ai vécu le reste de l'année... Franchement, ça a été la pire et la meilleure année, quoi. Ça a été une année où j'étais dans le brouillard, où j'étais vraiment dans la merde. Je me suis jamais sentie aussi mal, mais parce que je me suis mis face à la merde, quoi. Alors que je l'avais un peu refoulé pendant des années, quoi. Et là... T'avais le nez dedans. On va mettre le nez dedans et on va essayer d'affronter tout ça pour se construire derrière. Mais du coup, c'est accepter de passer par des phases vraiment douloureuses. Et en même temps... je sais pas si si je serais là où je suis sans ça, et je pense pas. Je pense que ça a été d'une aide
une année incroyable. Enfin, ça m'a ramené à la vie, enfin, vraiment. Et la dernière séance, d'ailleurs, elle était magique. Ok. Tu veux nous en parler un peu ? Je voudrais pas spoiler si jamais il y en a qui... Je pense que c'est important que... Le cheminement se fasse... Ouais, de pas trop savoir à l'avance s'il y en a qui veulent le faire, mais je me souviens vraiment de... Déjà, on devait être en groupe et on devait créer une scène d'escrime un peu théâtrale. Ok. Et d'arriver du coup à jouer, que là l'escrime devienne un outil de jeu et plus un outil pour se soigner. Une réappropriation. Ouais, carrément. Et ça, c'était super fort. Et du coup, on riait entre nous, quoi. Et à la fin, individuellement, on passait toutes chacune notre tour. Je crois que c'était avec la psy, ouais, je crois. Ou deux psys, je sais plus. Et ils avaient repris une espèce d'échelle et ils avaient ouvert la porte du gymnase au bout. Et du coup, en fait, ils nous font revivre les 10 séances avec les 10 thèmes. Tu te rappelles de ce que tu as ressenti, tu te rappelles de ce que tu as vécu. Donc, moi, j'ai pleuré, hein, parce que du coup, tu refais le chemin depuis 10 mois, quoi. Et à la fin, ils te disent, bah voilà, maintenant, t'es prête. Tu peux te faire confiance. T'as un beau discours, armée, quoi. T'es armé, ouais. La porte est ouverte, ils te disent, tu vois, en plus il faisait super beau, il y a un gros soleil ce jour-là, donc ça tombait bien. La métaphore pouvait être poussée super loin, tu sais, regarde la lumière, t'attends et tout. Donc maintenant tu es prête, tu peux y aller, tu peux te faire confiance, vas-y, sois libre, vas-y. Mais si tu veux revenir, on sera toujours là. Et là tu sors et tu te retrouves dans le parc autour du gymnase. T'es inspiré, tu dis putain, c'est fini quoi, je l'ai fait. Et là, c'est bon. Ok. Donc c'était très très beau. Et quand ils te disent on sera toujours là, est-ce que tu sais ce que ça voulait dire ? Que c'est pas magique pour autant et que je pense pour certaines d'entre nous, ça a marqué vraiment la fin de leur thérapie et un je vais mieux monumental. Pour certaines, c'était c'est un gros pas en avant, mais il y a encore un peu de taf. Et puis pour d'autres, c'était waouh, c'est encore, ça va encore être long, il y a encore beaucoup d'embûches. Donc de dire, peu importe où vous en êtes, c'est pas une fin en soi, on sera toujours là. L'atelier, le travail thérapeutique s'arrête pas forcément maintenant, quoi. Ok. C'était une fois. Et du coup, eux-mêmes peuvent continuer à vous suivre ? Ou c'était plus une formulation pour dire vous n'êtes pas laissés à l'abandon, quoi ? Je pense qu'on pouvait toujours être en contact avec eux par mail, qu'ils auraient été présents. Ok. Et ça sous-entendait aussi le suivi thérapeutique, quoi. Je pense un peu les deux. Ok. Puis je pense que c'était... Je sais pas, moi je l'ai reçu comme une parole rassurante. J'ai pas forcément cherché à tu vois, savoir concrètement ce que ça impliquait. Je trouvais ça plus doux qu'ils me disent ça. Ouais. Ouais. Ok. Et pour le coup, moi j'ai continué à voir ma psy. Je perds la notion du temps. Moi j'ai fini il y a 1 an et demi l'escrime. Je sais plus. Mais en tout cas, je continue encore de voir ma psy et là je termine. Donc pour dire que voilà, j'ai continué la thérapie encore au moins 1 an après. Mais ça m'a fait avancer comme je disais tout à l'heure. Ça a été un bond énorme. En avant. T'as l'impression que si t'avais eu que la thérapie, ça aurait pas du tout eu le même effet. Ouais, pas du tout, parce qu'en plus t'as pas la force du collectif et puis la sororité qui était là entre victimes, d'avoir d'autres aidants thérapeutiques aussi, d'autres approches, d'autres paroles. Et puis la thérapie par le corps, quoi. Bon, je te disais tout à l'heure qui es-tu, je suis quelqu'un qui aime le mouvement, mais du coup ma réparation, moi, elle pouvait pas ne pas passer par ça. C'était essentiel qu'elle s'inscrive quoi dans chacun de mes membres. Et puis vraiment dans le cas des violences sexuelles, je trouve que c'est encore plus vrai parce que on nous le prend notre corps, on nous le casse, on nous le brise, on nous le dépossède. On nous le dépossède, vraiment. Et là, de bouger justement, c'est de se réancrer à nouveau dans son corps et de dégager les forces qui n'ont rien à y foutre et de se dire c'est mon corps, quoi. Ok. Je crois me souvenir qu'il y avait un fil rouge pendant toute cette année avec un carnet que vous passiez. Exact. Tu veux nous en parler J'avais un même peu ? oublié. Oui, c'est vrai. Il y avait, je sais plus comment on appelait ça, le cahier, je sais plus comment on l'appelait, mais entre 2 séances, chacune notre tour, on le prenait et on allait, c'était un album vierge et on allait mettre le costumisé avec des poèmes,
des photos, des images, des collages, ce qui nous venait, quoi, ce qu'on voulait, c'était complètement libre. Et c'était très beau. Enfin, il y en a qui avaient fait des trucs magnifiques, vraiment pleines de créativité. Et à la fin, on s'est mis d'accord Il y en a une qui a pu le scanner, en fait. Ok. Et du coup, on l'a envoyé à toutes. Et moi, je l'ai imprimé et je l'ai fait relier. Ok. Et comme ça, l'idée, c'était qu'on puisse toutes garder Une trace de cet album. Parce que c'est la seule trace, finalement. Ça... Et mon petit bout de sabre, tu sais, que je te disais, là. Oui. Mais ouais, Mais c'est sinon, ça. dans le programme, c'est le seul... Il y avait aussi des photos. Ok. La dame qui s'occupait de la logistique, elle prenait soin des photos, qu'elle nous a toutes envoyées à la fin. Ok. Que j'ai jamais vraiment regardé, d'ailleurs, je crois. J'allais dire, ça doit être particulier de regarder des photos de son corps en mouvement dans ce cadre-là. Ouais, non, je t'avoue, peut-être qu'après notre rendez-vous, là, j'aurais alors la curiosité d'aller voir du coup, mais je suis pas sûre d'avoir regardé, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, ils nous avaient donné un petit carnet aussi qu'on avait à chaque séance où on pouvait écrire nos petites notes. Ok. Le premier cours, atelier aussi, ils nous ont donné une enveloppe, il y avait une carte dedans avec un mot. Ok. Moi, j'avais eu Smile. D'accord. Et je l'ai gardé, tu vois, il est au-dessus de mon bureau, là, d'ailleurs. Ok. Et puis, le premier cours, tu dois t'écrire une lettre. D'accord. Avec... tu dis ce que tu veux, mais notamment tes objectifs, parce que tes espérances, quoi, pour la fin du parcours. Mm-hmm. Et on te la rend à la fin Donc, du dernier atelier. Et là, là, j'ai chialé aussi, Ouais. parce que du coup, le chemin parcouru. Et il te donne aussi au début un petit papier avec des critères, et il faut que tu dises de 1 à 10 où t'es, quoi. Confiance en soi, je me sens bien dans mon corps, tu vois, des items un peu comme ça. Mm-hmm. Et pareil, quand tu l'auras à la fin, t'es là, ah non, ils te le font remplir à la fin à nouveau. Ok. Et après, tu compares les deux, et tu fais waouh. En général, bon. En tout cas, je nous le souhaite, quoi, que c'est bien avancé. Mm-hmm. Et du coup, dans les espérances que tu t'étais mis en début de parcours, tu t'es situé où à la fin du parcours ? Moi, par rapport à moi, ce que j'avais mis ? Ouais. Je crois que j'avais 6-7 objectifs. Et je crois que je les avais tous... Je vais pas dire, j'aime pas réussir. Je les avais tous atteints, je sais pas. Sauf un. Donc j'étais quand même contente. Et le 1, il était en voie. C'était le dernier, et c'était le plus compliqué. C'était le rapport avec ma sexualité et mon corps. Ok. Notamment à 2, où ça commençait à revenir. Je pense que ça a commencé à revenir à la fin, justement, des ateliers. Ok. Mais les autres, c'était quand même bien engagé. Et puis le travail je pense que ça a continué de s'infuser après aussi. Mm-hmm. Tu vois, l'année qui a suivi avec la thérapie, mais pas que, ouais, ça continue de s'imprégner. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'en être sortie, ce que je pensais pas possible. Mm-hmm. Après, je sais pas si on peut guérir de ça. Je sais pas si le terme guérir, il est adapté. Mm-hmm. Mais... Je sais pas, il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non, tu sais. Moi, j'ai envie de dire oui quand même. Ok. Après, c'est pas pour autant que ça disparaît, bien sûr. Ça reste là, et si on se remet la tête dedans, c'est douloureux. Mm-hmm. Mais on peut Enfin, moi, je me sens plus unifiée que je ne l'ai jamais été, quoi. Plus tranquille avec aussi, toi. plus apaisée, ouais. Est-ce que tu veux nous partager les autres pas objectifs, mais espérances que tu pouvais avoir ? Et j'aurais bien aimé, mais je me rappelle même pas. Ok. Tu vois, je me rappelle surtout de la partie sexualité et corps. Ouais. Parce que c'est celle qui avait été le plus endommagée, on va dire, et celle qui me frustrait le plus. Mm-hmm. Avoir perdu ça, c'était vraiment douloureux. Je pense qu'il y avait être bien dans mon corps, Mm-hmm. Me faire plus confiance. C'est un peu... me trouver belle, mais dans le sens... Moi, en tout cas, la douleur des violences sexuelles, ça passait aussi par un dégoût de moi, de mon corps, où tu te sens vraiment comme une merde. Où j'avais souvent cette image de moi comme un nuage de fumée, quoi. Mm-hmm. Tu vois, je suis vaporeuse, je suis floue, j'ai pas de consistance, quoi, ça flotte. Donc me sentir belle dans le sens vraiment, tu vois, unifiée, entière, ancrée, vivante. Tu vois, belle dans ce sens-là. Ok. Alors qu'avant, j'ai l'impression d'être un zombie, quoi. Ok. Et
J'avais un peu des troubles alimentaires aussi. Ok. Ça, c'était un peu, je pense, un symptôme de ça. Et ça s'est apaisé aussi. Sans que tu Travaille directement dessus. Ok. Non. Ce qui prouve que c'était clairement un symptôme. Ouais. J'avais une addiction au joint aussi. Ok. Et c'est passé aussi. Ok. Je crois que les objectifs, c'était aussi d'être heureuse en amour, de refaire confiance et d'avoir une relation plus apaisée avec mes parents. Ok. Puisque au moment où moi j'ai vécu ce que j'ai vécu, je vivais encore chez eux. Ok. Et du coup, une espèce de colère contre eux de pas avoir protégé, de pas m'avoir protégé comme ils auraient dû. Bien que bon, c'est tellement complexe. c'est voilà. Aujourd'hui, je leur en veux plus, mais je suis passée par une phase où en tout cas, je leur en voulais. Oui, la colère, elle n'était pas seulement dirigée vers l'agresseur. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma sortie d'énergie, et j'ai parlé de mes parents en fait, et je pensais pas. Enfin, moi, j'étais persuadée. Je le redoutais vachement à ce moment. Ok. T'en as qui le sortent dès la première séance. Ah oui. Et moi, j'avais du mal. Ça me faisait peur en fait. Ça me faisait peur. Et le jour où c'est sorti, j'ai crié aussi contre mes parents, et je m'y attendais pas à ça. Ok. Oui, la colère, elle était vraiment diffuse. Ok. Et qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Une immense gratitude. Ok. Parce que d'avoir pu j'ai pas le mot, recevoir ce dispositif-là, d'avoir le temps, d'avoir les ressources, voilà, tout ça pour pouvoir le faire. C'était une immense chance. Donc ouais, beaucoup de gratitude. Et j'en ressors guérie, ouais. Ok. Et en plus, j'ai rencontré une amie formidable à travers ces ateliers-là. Donc, ouais, plein de belles choses. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que le fait d'avoir un suivi thérapeutique à côté t'a apporté en plus de ce dispositif? Entre les ateliers, ça permettait de débriefer certaines choses aussi. Parce qu'on avait, ça je l'ai pas dit, mais on avait des exercices à chaque fois d'un atelier à un autre. Ok. Alors, ça pouvait être des trucs très différents, mais par exemple, je me souviens, une fois, il fallait qu'on achète une plante et qu'on fasse ça en conscience, quoi, entre guillemets. Dans le sens où on peut s'occuper de quelque chose. Il y avait tout un truc un peu réfléchi derrière. Et moi, ça m'a complètement fait flipper, ce truc. Vraiment, je me souviens, j'étais à gamme vert, je regardais devant les plantes et j'étais incapable d'acheter une putain de plante, quoi. La responsabilité. Ah ouais. Et tu sais, la pression, mais quelle plante je choisis, laquelle me représente, laquelle... trop de responsabilité. Donc je suis repartie en me disant, je peux pas. Allez, je verrai plus tard, quoi. Et en fait, voilà, par exemple, ça, je vais en discuter avec ma psy. Et puis au final, j'avais trouvé une rose de... Je sais pas comment ça s'appelle, une rose d'hiver, une rose des neiges. Ok. Parce qu'elles résistent bien. Ok, c'est pas les roses éternelles. Non, c'est pas une rose éternelle. Okay. C'était votre truc d'hiver, là. J'avais trouvé le symbole fort. Et en plus, c'était trop beau parce qu'à la fin de elle a crevé à un moment donné, quand même. Mais parce que j'ai parlé à ma mère dans tous les cas. Mais ce qui était super beau, c'est qu'en fait, il y a eu des... on appelle ça des mauvaises herbes, mais bon. Qui se sont plantées dedans. Et qu'on poussait. Et du coup, moi, symboliquement, j'ai trouvé ça génial. J'étais là, putain, en fait, ça repart, quoi, la vie. Ça repart, c'est pas fini, quoi. Plein de symboles, cette thérapie. Donc, elle m'aidait à faire les débriefs. Et puis après, on a fait des exercices toutes les deux aussi. Ok. Notamment, une fois, elle a proposé... c'était suite au film « Je verrai toujours vos visages ». Ok. Qui parle de la justice restaurative. Et en fait, après ce film, je m'étais dit, mais j'aurais tellement aimé avoir une confrontation avec mes agresseurs, enfin surtout un. Et du coup, je dis ça à ma psy, elle dit, mais si vous voulez, je peux jouer cet agresseur. Et donc, on a fait un espèce de jeu de rôle. Et j'ai pu lui dire tout ce que j'avais jamais pu lui dire. Et ça m'a libéré ça aussi. Okay. Donc, il y a eu des temps forts comme ça aussi avec elle. Et puis
voilà, tous les tracas aussi, voilà, quand c'était compliqué avec mes parents, enfin, ma sexualité, ou voilà, des choses comme ça, C'était où là, vraiment un ajout. il faut être plus en intimité, et j'ai pas envie de parler de ça collectivement avec tout le monde, quoi. Ok. Oui, donc toi, tu dirais que c'est effectivement vraiment nécessaire d'avoir les deux en parallèle. Ouais, les deux sont bien complémentaires. Ok. Carrément. D'accord. T'avais un élément tout à l'heure que tu voulais évoquer et tu voulais attendre la fin de mes questions. Et la sororité, mais je l'ai un peu dit. Mais Ok. ça, c'était quand même le truc très beau, très fort de ces ateliers. C'est qu'il y avait un lien entre nous. Et on a fini d'ailleurs, je crois que c'est à la dernière séance. On a fait un chant. On était en rond. On a jeté nos armes tout ensemble au sol. Et après, on a fait un chant. Alors peut-être qu'on chantait pas, mais c'était... Enfin, tu vois. Et t'as d'une puissance de sentir toute l'énergie là, ensemble. Le collectif. Ouais. C'était... Et puis l'idée qu'on se fait guérir les unes les autres aussi, quoi. La force du collectif. De toute façon, la force du collectif, c'était toujours le collectif. Hein. Dans la rue, c'est tout le temps le collectif qui nous grandit, qui nous fait guérir, quoi. Ouais. Qui nous amène là où on veut aller. Si ça avait été, si le programme avait été plus long, t'aurais fait plus long? Bonne question. Ouais, non, il y a un moment, il fallait que ça s'arrête quand même. Ok. C'est quand même lourd, c'est énergivore. Enfin, tu sais, t'y penses, ah putain, la semaine prochaine, j'ai ça. Quand tu rentres des 4 heures, t'es crevé. Et puis, c'est tout le temps dans ta tête, en fait. Les exercices, en plus, qu'il faut que tu fasses, ils sont dans ta tête. Les autres femmes, tu vois leur visage, tu penses à elles. Enfin, c'est prenant. Et en fait, au bout d'un an, c'est bon, quoi. Là, un peu de... Ouais. Respirer un peu, quoi. Sortir un peu de tout ça. Je pense que c'est bien pensé. Franchement, sur 10 mois... je trouve vraiment bien construit leur truc. Ok. Tu disais tout à l'heure que à Lyon ça se passait comme ça. Est-ce que tu sais si le programme est national, comment ça se passe? Alors Paris, il me semble, Okay. qu'il y a un programme à Paris, et je crois qu'il y a une autre ville aussi. Je sais plus si c'est Bordeaux ou Marseille. Mais c'est pas non plus. C'est pas partout. Partout. Hein. Et je crois que l'année, moi à Lyon, il y avait 2 sessions, donc ça fait 2 fois 10 femmes. Et puis c'est des... Corinne, la dame qui gère la logistique, notamment, elle est bénévole. Enfin voilà, c'est quand même beaucoup de moyens. Je sais qu'elles interviennent aussi dans les prisons. Ok. Auprès des agresseurs. Ok. Et qui font en fait un travail un peu similaire, mais avec les agresseurs. Et en fait, 9 fois sur 10, ils ont été agressés. Ok. On va sortir un petit peu du sujet. Est-ce que tu as des projets en cours ou à venir que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Du coup, on va en sortir, mais non, je fais quand même le lien, mais j'ai écrit un petit roman jeunesse inspiré justement de ces ateliers d'escrime. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui perd ses couleurs une nuit. Elle part en classe de mer avec sa classe. Et une nuit, elle est agressée et donc elle perd ses couleurs. Et donc c'est suggéré que c'est une agression de cet ordre-là. Et le lendemain, elle se réveille, elle est toute grise. Et du coup, sa maîtresse, elle veut l'emmener voir un médecin, mais la petite fille, elle adore la mer et elle dit non, quand même, j'aimerais bien voir la mer avant. Donc elles vont voir la mer. Et en fait, elle se retrouve à rapetissir et à aller dans la mer. Et en fait, l'histoire, c'est cette petite fille qui va essayer de retrouver ses couleurs dans le milieu marin. Et elle va faire plein de petites rencontres, etc. C'est assez magique, quoi. Et il y a notamment une scène qui fait clairement le lien avec l'escrime. C'est des espadons, du coup. Voilà, je spoil, mais c'est un peu logique. Enfin, tu vois, le parallèle. Voilà. Et du coup, ça m'a permis... Enfin, ça m'a aidé... Ça m'a fait du bien, moi, de le faire pour moi. Ok. Et j'aimerais bien le partager aussi. Et je galère à avoir un contrat qui me va, mais je perds pas espoir. Ok. Je continue d'envoyer à des maisons dans l'espoir que peut-être. Ok. Chouette. Un autre projet qu'on pourrait dire qui va s'arrêter pour le coup, et pour lequel je crois que tu as beaucoup d'enthousiasme, c'est justement que la thérapie va s'arrêter. Comment tu te sens avec ça? Ah putain, ça fait du bien.
Ouais. Ah, je suis contente parce que ça fait quand même bientôt 3 ans. Donc ouais, non, c'est un soulagement. C'est un soulagement de l'arrêter, mais surtout de l'arrêter sans en avoir besoin. Ouais. Parce qu'effectivement, on pourrait arrêter parce qu'on en a marre, mais ça va pas mieux. Mais là, de sentir que je peux arrêter, que je suis arrivée au bout. Et on a commencé à en parler la dernière fois avec ma psy. Et j'avais les larmes aux yeux, quoi, de me dire waouh, c'est quand même un gros truc qui s'arrête. Donc du coup, on va se faire une dernière séance là sur le mois de novembre et j'aimerais bien faire une cérémonie de clôture. C'est un grand mot, mais bon, vraiment mettre une fin très symbolique sur tout ça. Donc elle m'a donné un exercice d'écriture à faire. Voilà, ce sera, je pense, un moment fort aussi. Et je pense que quand je vais sortir du cabinet, là, ça va. Ouais. Et puis non, dans les projets que j'ai, je dirais juste aussi la danse. Parce que du coup, pendant ces années de thérapie, je me suis mise à la danse. Et je te parlais du mouvement, de la réappropriation de son corps. Et je pense que la danse, c'est un très beau moyen d'y arriver. Et du coup, ça me fait du bien de sentir que j'habite mon corps. Et la danse m'a aidée à ça. C'est chouette. Et du coup, un des projets, c'est continuer à danser et à me faire plaisir comme ça. Trop chouette. Ok, donc une réappropriation encore différente, où c'est plus la colère qui est en lien avec le corps, mais c'est autre chose. Exactement. C'est très beau ce que tu dis. Le beau et l'engagement, peut-être. Oui, ouais, j'aime beaucoup. Waouh, ça c'est beau, ça fait une petite boucle. Ah ouais, magnifique. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire ? Et il y a Quentin Zuiton qui a fait une bande dessinée sur ses ateliers qui s'appelle Toucher et ES. Et du coup, on suit surtout une des femmes, mais elle a mis avec 2 autres filles. Enfin, on suit surtout 3 femmes, quoi, dans ce parcours-là. Et c'est un bon moyen aussi de découvrir ce dispositif. Et puis ce que ça fait que d'être victime de violences sexuelles. Du coup, tu le conseillerais aux personnes qui veulent éventuellement aller dans le dispositif comme aux personnes qui ne vont pas être là-dedans. C'est ça, exactement. Okay. Moi, je l'avais lu avant de le faire. Et justement, j'avais bien aimé pour avoir un peu un aperçu. Parce que c'est vrai que tu te lances dans un truc, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc ça te donne quand même quelques éléments. Même si, bon, la personne, Quentin Zuiton, il n'a pas été dedans. Donc... ça en dit sans trop en dire non plus, mais du coup, moi, ça m'allait bien comme ça. Il se place en observateur, du coup ? Il a été observateur de séance ? Il n'a pas pu parce que t'as pas le droit. Ok. Du coup, je pense que c'est vraiment... J'espère pas dire de bêtises, mais je pense que c'est sur des témoignages qu'il a fait son truc. Ok. Mais elle est vraiment bien. D'accord. Et du coup, pour tous les gens, parce que ça mérite d'être connu, mais aussi parce que comprendre ce qui se passe... dans nos vies, dans nos têtes, dans nos corps quand on a été victime de ça et tout le travail que c'est de se réapproprier son corps et d'en sortir et d'arriver à en sortir sans colère, quoi, parce que cette colère, elle te bouffe, quoi, cette colère contre nos agresseurs, elle est atroce. Tu vois, il y a plein de fois où je me disais, mais si je les vois dans la rue, là, je fais quoi ? Et je me voyais les castagner, quoi. Et là, aujourd'hui, c'était presque un fantasme, hein. Presque un fantasme de le croiser pour juste avoir une bonne excuse pour lui défoncer sa gueule. Et là, aujourd'hui, je pense plus à ça. Et franchement, si je le croise, je pense que je trace ma route, quoi. Tu en vaut pas la peine, casse-toi. Donc, de sortir de tout ça, c'est quand même... on se sent plus léger. Et du coup, on peut aussi la recommander à des personnes qui sont accompagnants de près ou de loin, entourage de personnes qui sont carrément, concernées. Carrément. Pour essayer de comprendre peut-être un petit peu plus ce qui se passe. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Merci. C'est pas très original, mais merci de m'avoir donné... je sais pas combien de temps ça a duré, mais... on est sur 45 minutes à peu près. 45 minutes, une petite heure pour parler de ça. De me donner la place, le micro, l'écoute. Et je suis contente de pouvoir le partager. Voilà, j'espère que ça parlera à des gens. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait du bien de revenir sur ça, tu sais, avec un peu de temps après. T'apprenais un petit peu avant J'apprenais un peu de replonger là-dedans. Et au final, ça a été. Et c'est... à titre personnel, en tout cas, ça m'a fait du bien de voir ça avec un peu de distance et de voir où j'en étais. Et bon, j'espère surtout que il y en a qui... que ça pourra aider
ça donnera peut-être même, j'ai pas envie de dire envie parce que je parle pas d'aller voir un film là, mais l'impulsion de se lancer dans ce parcours-là. En tout cas, je le recommande. Donc merci. Bah, avec plaisir. Avec plaisir, et moi je pense que j'ai envie de donner de la force à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le fait d'être agressées, dans le fait d'être victimes à un moment donné dans leur vie, et de pouvoir être dans une forme de réparation, peu importe par quoi elle passe. Ok, bah écoute, je te remercie à mon tour. Merci beaucoup d'avoir fait partie de ce podcast. C'était très intéressant, le sujet est extrêmement intéressant, donc il est particulièrement touchant. Eh bien, à bientôt pour d'autres podcasts, et merci encore. Merci. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à m'envoyer tes retours, tes avis, le sujet sur lequel tu aimerais intervenir, ou encore, pourquoi pas, un projet que tu aimerais que l'on mène ensemble. N'hésite pas non plus à envoyer cet épisode à la personne dont tu te dis qu'elle pourrait y tomber, peut-être la première. Tu peux me contacter sur Instagram, @genderfluid. Je te mets toutes les informations en note du podcast. Je remercie à nouveau Lucie de s'être prêtée au jeu pour cet épisode du Transistor. Un grand merci aussi à Savon pour son aide précieuse à la création de cette émission, et à Adam pour le design du logo. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je t'adresse toute ma douceur.